Bonjour tout le monde, alors bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, je vais lire ce petit texte. Donc, veuillez penser aux terres traditionnelles sur lesquelles vous vous trouvez actuellement et joignez-nous à vous pour reconnaître et remercier les générations des peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres pour célébrer la force et l'esprit continu des peuples autochtones. Le travail en cours pour concrétiser la promesse de vérité et de réconciliation dans nos communautés et en particulier pour rendre justice aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues à travers le pays devrait éclairer nos discussions dans ce webinaire et au-delà. Maintenant, merci. Donc, Daphné, tu peux changer de chapeau. Alors, bienvenue à notre webinaire qui fait partie du grand projet Contribuer à la santé des personnes survivantes en violence conjugale dans les procédures en droit de la famille. Je vais d'abord, avant de présenter notre invité, dont on voit déjà la photo sur le PowerPoint, demander à Daphné d'avancer dans la prochaine diapo pour vous donner quelques règles là, qui vont être tout au long là, de la présentation. Donc, vous êtes dans un format webinaire, tout le monde est mis en sourdine et donc, si vous rencontrez des problèmes, veuillez taper dans la boîte de discussion. À la fin de la présentation, il y aura un lien d'évaluation du webinaire, donc vous pouvez remplir le formulaire. Le lien sera partagé dans la section discutée, donc dans le chat. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous serez dirigé vers un site web où vous serez invité à le compléter. Les diapositives de présentation sont affichées sur notre site web et il y aura un lien là, qui va être mis si vous souhaitez avoir les diapos en anglais. Donc, les diapos seront présentés dans le cadre du webinaire en français, mais une version anglaise des diapos existe dans un site Internet qui ensuite vous sera partagé. Dans le chat, on me rappelle de vous dire, j'aurais dû commencer avec ça, j'allais finir avec ça, qu'il y a évidemment possibilité d'interprétation en anglais pendant la présentation. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite planète écrit « Interprétation » dans le bas de votre écran et ça va vous permettre d'avoir une interprétation en anglais tout au long du webinaire. Et donc, le lien pour les diapos en anglais et en français ont été mis dans la section « Discuter ». Et une dernière chose, on vous partagera dans le chat là aussi dans quelques instants un code de conduite pour l'ensemble de nos activités de recherche et nos webinaires qui vous donnera là, quelques conseils sur notre façon de collaborer ensemble et de participer collectivement à cette présentation. Donc, voilà, je vous rappelle, interprétation, la petite planète au bas de l'écran. Et sinon, les diapos en français seront partagés pendant le webinaire et les diapos en anglais seront ensuite partagés avec le lien sur le site web. Donc, maintenant, on peut passer au début de cette présentation. Donc, je vous présente aujourd'hui notre présentatrice, Christine Drouin, qui est détentrice d'une maîtrise en criminologie à l'Université Laval. À titre de professionnelle de recherche à l'UQAM, elle a participé au développement d'outils portant sur la prévention de l'homicide conjugal offerts aux maisons d'hébergement, aux policiers et aux organismes d'aide aux personnes ayant des comportements violents. Elle a également participé à divers projets de recherche portant sur la violence conjugale et la concertation. Avant de lui céder la parole pour cette présentation, j'ai envie de faire un petit mot introductif supplémentaire sur le sujet de sa présentation sur les homicides conjugaux. Évidemment, c'est un sujet qui est difficile, c'est un sujet qui comporte un niveau de violence et d'émotion qui est important. Je pense que c'est important de le rappeler là, avant de commencer à discuter de ce sujet. Mais je pense que dans le cadre de ce projet sur la violence familiale et le droit de la famille, on est toujours à la recherche d'outils pour les praticiens, praticiennes du droit ou autour du droit de la famille pour améliorer l'ensemble des processus. On a beaucoup d'outils pour détecter et essayer de comprendre les situations de violence dans lesquelles se retrouvent les femmes, mais on trouve important aussi de discuter d'outils pour parfois identifier des situations de violence dans le contexte familial et des situations de violence qui peuvent devenir graves, voire mener à l'homicide conjugal. Donc, je pense que c'est sur ces mots que je vais laisser Christine poursuivre dans sa présentation et je serai de retour à la fin là, pour la discussion. Merci à tout le monde qui est présent. Merci beaucoup, Dominique. Merci à tout le monde de m'accueillir dans votre groupe. Ça fait plaisir de me présenter dans le cadre de la recherche, du grand projet de recherche plus large. Est-ce que tu peux changer de diapo, Daphné, s'il te plaît? Merci.
Donc, aujourd'hui, on m'a demandé plus largement de parler de la problématique des homicides conjugaux. J'ai choisi de vous partager aujourd'hui un outil développé avec l'association À cœur d'homme, donc qui regroupe des organismes qui viennent en aide aux auteurs de violences, donc comme mentionné précédemment. Et donc, c'est ça, comme on avait seulement 1h30, donc je trouvais que c'était un outil intéressant qui pouvait être utile pour les divers intervenants là, en droit de la famille. C'est un outil, par contre, qui est très clinique et c'est un outil qui peut être utilisé dans ce cadre, dans ce contexte parce que c'est un moment critique. Vous allez voir, hein, pour le risque homicide, la séparation, les discussions entourant la garde des enfants. Donc, ça va être un moment souvent critique où c'est important d'apprécier le risque homicide dans certains cas. Avant d'aller plus directement dans l'outil, je voulais vous présenter quelques statistiques quand on parle d'homicide conjugal. Donc, de quoi on parle? Donc, pour ce qui est de nos travaux, et des statistiques aussi. L'homicide conjugal fait référence à l'homicide d'un partenaire intime. Donc, que ce soit marié, conjoint de fait, relation amoureuse, ex, aussi ex-conjoint. Donc, ça inclut tous ces divers modes de relation, en fait. Donc, si on regarde les statistiques mentionnées au Québec, entre 2016 et 2020, donc 48 homicides conjugaux ont été perpétrés. Ça représente environ une moyenne de 11 à 12 par année. Ce que vous voyez, donc en 2020, il y a 11 homicides qui ont été commis. Si on regarde au Canada, c'est à peu près la même proportion aussi pour le Québec et beaucoup aussi dans les pays occidentaux. Les homicides perpétrés dans la famille représentent à peu près 33 % des homicides. Donc, ce sont près du tiers des homicides résolus au Canada et au Québec qui sont perpétrés à l'intérieur de la famille. En grande majorité, ce sont des femmes qui sont victimes d'un homicide perpétré par un conjoint ex-conjoint. Et donc, vous voyez dans la proportion d'à peu près 80 %. Là, au Québec, ça peut aller jusqu'à 90 % des cas. Ce sont les femmes qui sont perpétrées et c'est comme ça, tu sais, sur l'ensemble de la planète. Je trouvais une statistique intéressante qui vient de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en 2017, ce sont 30 000 femmes qui ont été tuées par un partenaire intime dans le monde. Ça représente 82 femmes par jour environ qui sont tuées sur la planète, dans le monde. Donc, prochaine diapo. Je tenais à vous montrer cette figure de Statistique Canada publiée en 2020. En fait, c'est pour illustrer, parce que je sais que médiatiquement, on a parlé beaucoup dans la dernière année, dans les 2 dernières années, mais à tout le moins dans la dernière année, des féminicides, donc des homicides commis à l'égard des femmes, mais aussi des homicides conjugaux. Et on a l'impression que comme c'est beaucoup médiatisé, qu'il y en a plus qu'auparavant, commis dans les dernières années, alors que les statistiques nous montrent que ce n'est pas le cas. Au contraire, la figure présente nous montre qu'en 1974, donc de 1974 jusqu'à maintenant, vous voyez, on était à 0,8 homicides par 100 000 habitants, alors que maintenant, en 2020, on est à 0,2 homicides par 100 000 habitants. Donc, vous voyez, hein, il y a une très, très grande diminution des homicides, près de la moitié, donc même un peu plus que la moitié des homicides. Fait que contrairement à ce qu'on peut voir, parce que c'est beaucoup médiatisé, parce qu'on en parle plus maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus là, actuellement. Donc, fait que je voulais remettre les statistiques en perspective. Donc, si on regarde la diapo suivante, je voulais vous donner des données de l'Institut national de santé publique du Québec qui a fait un portrait des homicides, des décès
en violence conjugale commis entre 2008 et 2018. Pour vous illustrer un peu la proportion, et ce qu'on voyait, c'est sur 113 situations de décès commis dans un contexte conjugal, il y avait 69 homicides conjugaux, 7 filicides, donc ça c'est le meurtre des enfants par leurs parents, 5 féminicides, donc quand on tue l'ensemble de la famille, et 37 autres décès. Dans les autres décès, on avait l'homicide du partenaire, donc de l'homme en fait, et sinon des suicides. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le 37. En fait, sur les 113 situations, 165 personnes sont décédées dans un contexte de violence conjugale, donc 82 étaient des victimes féminines de violence conjugale, 56 auteurs et 27 victimes collatérales. Les victimes collatérales, ce sont en grande majorité les enfants du couple. Sinon, ça peut être quelqu'un de près, par exemple la mère de la dame. Fait que c'est vraiment quelqu'un de près de la famille, mais en grande majorité, ce sont les enfants. Si on parle des victimes, donc 75% des victimes sont décédées par homicide, 7 se sont suicidés. Pour ce qui est des auteurs, 36 sont décédés après avoir commis l'homicide, donc se sont suicidés après avoir commis l'homicide, 12 se sont suicidés et 4 sont décédés par homicide. Parmi ces 4 décès, c'est soit la conjointe, donc la partenaire qui a commis l'homicide, ou les enfants. Donc, on va retrouver. Donc, merci. La prochaine diapo, c'est pour vous parler d'une recherche pan-canadienne qui a été menée par Peter Jaffe et Myrna Dawson. Quelques statistiques par rapport aux données qui ont été recueillies dans le cadre de cette recherche. On voyait 118 homicides familiaux survenus au Canada. Je voulais porter votre attention sur le fait qu'en grande majorité, quand on parle d'homicides familiaux, ce sont les adultes qui vont mourir, dans le fond, dans ce cadre-là, en grande majorité, et 10% des enfants. Encore là, dans cette recherche, on voyait, tout comme les données de Statistique Canada, on voyait encore un pourcentage de 80%, 79% là, dans ce cas-ci, étaient des femmes victimes, 21% des hommes. Je voulais attirer votre attention aussi sur le fait que quand on parle du meurtre des enfants dans un cadre familial, ben, il n'y a pas une surreprésentation des filles ou des garçons. Dans le fond, c'est à peu près 50-50. Bon, vous voyez 53%, 47%. C'est à peu près, si on regarde les données démographiques, ce qu'on voit. Ce qui nous montre qu'en fait, quand on va commettre le filicide, donc on va tuer nos enfants, on ne va pas tuer nos filles ou nos garçons. Le genre de l'enfant n'importera peu. En fait, c'est la représentation de l'enfant qui va être importante dans ce cadre-là. Contrairement si on regarde à certains pays ou certains pays asiatiques ou africains où ce sont davantage les jeunes filles qui vont être tuées dans ce contexte-là. Mais au Canada, c'est équivalent qu'on soit une victime féminine ou masculine. Je voulais aussi vous dire, quand on parle d'homicide conjugal, familial, la moyenne d'âge, en fait, c'est 40 ans. Donc, quand on est victime, puis même pour ce qui est des auteurs, en fait, ce que ça nous montre, en fait, c'est que peu importe la tranche d'âge, bien que les statistiques nous démontrent qu'on en retrouve davantage chez les jeunes couples, reste qu'on peut retrouver des homicides familiaux, des homicides conjugaux à tous les âges de la vie. Donc, ça va être important d'être attentif quand on va faire notre appréciation du risque, même si on se retrouve devant un couple qui est plus âgé, le risque peut être quand même présent. Il ne faut pas baisser sa vigilance de par l'âge des personnes qu'on a devant nous en intervention. Tu peux aller à la diapositive suivante. Donc, l'appréciation du risque. Quand on regarde l'estimation du risque, il existe 3 types d'outils. Si on reprend l'étude de Kropp et Hart,
les outils sont construits à partir de trois approches, selon trois approches. Donc, la première approche, l'approche actuarielle, en fait, ce sont les outils standardisés qui ont été validés auprès d'une proportion. Souvent, ils vont être utilisés, ils vont nous donner à la fin de l'exercice d'avoir rempli l'outil, on va avoir une cote qui va nous indiquer le niveau de risque, en fait. On a aussi l'approche professionnelle non structurée. En fait, ça, c'est souvent des outils qui sont construits à partir d'expériences cliniques, basées sur des situations de cas particulières dans notre pratique. Et à partir de nos expériences, on peut se développer un outil d'estimation du risque. La troisième approche, en fait, c'est l'approche qu'on appelle l'approche professionnelle structurée et c'est la base de l'outil d'estimation, d'appréciation du risque dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait. C'est une approche qui dans le fond, qui rallie les données empiriques, pragmatiques, donc les données qu'on retrouve dans la littérature, aux expériences cliniques. Donc, le pragmatique fait référence aux expériences cliniques. Donc, c'est vraiment un mariage des deux expériences, tant au niveau empirique et au niveau expérientiel, qui permet de documenter le contexte, davantage de contexte pour apprécier le risque. Et c'est à partir de cette approche qu'on a développé l'outil d'appréciation du risque là, que je vous présente à l'instant. Sur la prochaine diapo. Donc voilà, l'outil est tiré d'un guide qui s'appelle « Intervenir auprès des hommes pour prévenir l'homicide conjugal ». En fait, c'est un outil qui a été développé, le guide a été développé en 2012 et est actuellement en mise à jour, qui va être disponible sous peu. Dans le fond, l'objectif de ce projet était de répertorier les meilleures pratiques des organismes et de joindre les pratiques des différents intervenantes interrogées aux données empiriques, dans le fond. Et c'est à partir de là, et de l'expérience et de la pratique, que c'est élaboré l'outil. Donc, vous pourrez le retrouver là, sur le site d'Hackerdom, qui est l'organisme avec lequel on a travaillé, donc aussi. Donc, l'outil d'appréciation du risque, vous l'avez présentement. Ce qui est important pour cette approche, dans le fond, quand on parle d'appréciation du risque, c'est important d'avoir en tête, premièrement, que le risque homicide, c'est une situation temporaire. En fait, c'est comme un moment de crise. Quelqu'un qui est à risque d'homicide ne sera pas à risque toute sa vie. En fait, c'est une période particulière et donc un risque homicide, ça a un début et une fin. Hein? Et par l'appréciation du risque, ça va nous permettre d'identifier les risques pour mieux prévenir l'homicide, pour mieux orienter nos actions qui nous permettront de résorber le risque homicide. Quand on fait une appréciation du risque, c'est une photo qu'on prend à un moment précis. Donc, ce que ça nous indique comme intervenant, c'est que chaque fois, une fois qu'on aura identifié ou observé un risque homicide, ce sera important qu'à chaque fois qu'on rencontrera nos clients-clientes, de refaire l'exercice pour voir l'évolution de la situation. Parce que le risque homicide peut augmenter ou diminuer. Donc, ça va être important d'évaluer. Vous avez une phrase à retenir quand on fait l'appréciation du risque. C'est important de le faire tout au long de notre suivi, à partir du moment où on a identifié le risque, jusqu'à ce qu'on considère que le risque se sera atténué, en fait. Donc,
Pour faire l'appréciation du risque, c'est important, bien sûr, d'avoir les éléments de risque, donc que vous retrouvez. Oui, tu peux laisser. D'avoir des éléments de risque, homicide, donc les différents facteurs que l'on retrouve dans la littérature, que l'on connaît, qu'on retrouve dans divers outils aussi. Donc, ça va être important de bien connaître les facteurs, les éléments de risque, de bien connaître, d'aller valider est-ce que la personne, parce qu'on part du principe que les homicides conjugaux sont planifiés, donc d'aller voir le scénario homicide. Est-ce que la personne a un plan? Et que je vais vous expliquer comment l'analyser par la suite. Ça va être important aussi d'aller documenter les événements précipitants, en fait, d'aller chercher qu'est-ce qui déclenche l'idée homicide et qu'est-ce qui peut précipiter, amener un passage à l'acte. Fait que non seulement il faut identifier est-ce qu'il y a un risque homicide, mais il faut déterminer est-ce que, une fois le risque identifié, est-ce qu'il y a certains éléments qui peuvent venir précipiter le passage à l'acte ou déclencher le passage à l'acte. Et là, vous me voyez venir avec le lien avec le droit de la famille. Quand on se retrouve dans une situation où les conjoints sont en discussion pour la garde des enfants ou en situation de divorce, bien évidemment, on se retrouve dans un contexte qui est vraiment critique, d'où l'importance d'aller chercher. Puis souvent, le fait d'avoir des dates à la cour pour la garde des enfants peut devenir un élément précipitant important. Ça va être aussi important pour déterminer à quel niveau de risque se situe la situation, d'aller voir les éléments de protection. Quand on travaille avec, j'ai appris quand on fait le lien entre la littérature et en travaillant avec des intervenants, bien, il y a toujours l'aspect positif, d'aller chercher ce qui est positif chez les personnes. Donc, aller voir qu'est-ce qui peut empêcher le passage à l'acte, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les personnes soient en sécurité. Et évidemment, un dernier élément super important, c'est le niveau de collaboration des personnes. Quand on a des personnes qui voient le risque, quand on a des personnes qui collaborent avec nous comme intervenants, c'est beaucoup plus facilitant que quand on a des clients un peu plus récalcitrants, donc qui ne collaboreront pas avec nous dans notre intervention, mais à partir du moment où on n'a plus comme de prise sur la situation, on n'a plus pu agir sur la situation, c'est sûr que ça va faire en sorte que le risque va être beaucoup plus élevé à partir du moment où on ne peut plus agir comme intervenant sur la situation. Et c'est à partir de tous ces éléments-là qu'on va être en mesure de déterminer le niveau de risque d'une situation. Donc, tu peux aller à la prochaine diapo, Daphné, s'il te plaît. Je reviens à nos éléments de risque. Donc, quand on a réfléchi aux différents niveaux de risque, aux différents éléments de risque dans le fond, avec les intervenants et les intervenants avec qui nous avons travaillé. Donc, on en est arrivé à 5 catégories de risques. Et vous allez voir que les différents facteurs que l'on retrouve dans la littérature vont s'intégrer à travers ces différents niveaux de risque. À partir de l'observation des intervenants puis aussi de la littérature, on a été en mesure d'analyser, puis en faisant la recherche avec ma collègue Myriam Dubé aussi par rapport à certains dossiers de coroner qu'on a analysés, on a été en mesure de voir que même certains facteurs de risque ont une évolution dans le temps et selon l'évolution, bien, ça va venir augmenter le risque, bien sûr. Si je prends l'exemple de la violence conjugale, qui est un élément de risque important, bien, à partir du moment, premièrement, d'avoir identifié des antécédents de violence conjugale, nous montre la présence d'un risque modéré. Certains comportements de violence, par exemple, du harcèlement, des menaces, des voies de fait, vont nous montrer un risque aggravé. Des comportements de surveillance, des comportements de voies de fait armées, par exemple, vont nous montrer un risque sérieux. Et quand on est dans un comportement, par exemple, d'atteinte à la vie, par exemple, une tentative d'étranglement ou un voie de fait occasionnant des blessures graves,
on va être dans un risque imminent. Donc, vous voyez, l'évolution d'un même facteur de risque dans le temps peut nous indiquer la gravité de la situation. Si on pense, pour nous, la catégorie de risque modéré, pour nous, ce sont des éléments de risque chroniques, c'est-à-dire qui vont durer dans le temps. Si on regarde un peu les éléments de risque, en fait, c'est surtout les antécédents des personnes, hein, c'est des éléments chroniques, on ne peut pas changer nos antécédents. Et d'autres éléments vont avoir attrait plus à un peu la personnalité ou aux caractéristiques personnelles de la personne. Donc, tous les antécédents, par exemple, quelqu'un qui est rigide, qui a des difficultés d'empathie, quelqu'un qui a déjà eu des idées homicides dans le passé, des antécédents dépressifs, bon, je vous épargne la liste. Par exemple, quelqu'un qui est jaloux. Hein, la jalousie est un élément extrêmement important de base. Quelqu'un qui a des éléments de contrôle, la présence d'une arme à feu. Donc, ce sont tous des éléments qui vont nous indiquer qu'il peut y avoir un élément de risque modéré. Mais, phrase à retenir, dans le fond, le risque modéré, hein, dans le fond, c'est le premier niveau. Ça fait référence beaucoup plus aux antécédents, plus aux caractéristiques personnelles. Si on regarde le prochain niveau de risque, donc le risque aggravé, donc ce sont des éléments circonstanciels qui vont venir s'ajouter au risque modéré et qui vont aggraver la situation. En fait, aux caractéristiques personnelles et aux antécédents, on ajoute certains éléments circonstanciels. Donc, et j'ai oublié de vous dire, hein, quand on parle d'appréciation du risque, on parle d'éléments contemporains, donc dans la situation actuelle. Tous les éléments qui se sont produits il y a plus de quelques mois, dans le fond, vont être considérés comme des antécédents. Par exemple, s'il y a eu des menaces de mort il y a 5 ans, mais ça va être considéré comme un antécédent, ça fera partie de notre risque modéré. S'il y a une menace de mort de proférer la semaine dernière, ben donc ça va faire partie de notre risque aggravé, donc on va être dans l'actuel, en fait. Donc, dans les risques aggravés, on a tout ce qui est cognitif, donc tout ce qui est sentiments, affects et certains comportements de la personne auteur. Comme je vous disais, hein, c'est sûr, certains éléments, c'est plus un outil qui est utilisé avec les auteurs. Par contre, cet outil peut être utilisé, peu importe qui est notre client, mais il y a certains éléments qui sont plus facilement identifiables quand on travaille avec l'auteur, la personne qui a les idées homicides, en fait. Donc, est-ce qu'il y a des idées suicidaires? Est-ce qu'il y a des pertes significatives? Est-ce qu'il y a des signes dépressifs? Le fait de ne pas, parce que je vous disais, hein, la séparation, c'est un élément important. Ça va être le premier facteur quand on parle de risque homicide. Donc, le refus de la séparation, la présence d'un nouveau conjoint, des idées de vengeance, quand on parle des cognitions, la perception que la partenaire a détruit la famille, toutes les ruminations, toutes les idées de vengeance. Quand on parle des comportements, on va être plus dans la rage, aussi la présence de rage quand on parle de l'affect. Quand on parle des changements, des comportements, un élément qui va être très important sera les changements subis dans les attitudes de la personne. Hein? Quelqu'un est comme ça, mais subitement va changer de comportement. La personne qui a des propos méprisants, hein, ça va avec la rage, le harcèlement, le fait de ne pas respecter ses conditions, le fait de proférer des menaces de suicide ou des menaces de mort. Dans les menaces de mort, ça va être très important de documenter, et c'est important pour les menaces de mort, mais ce sera important pour tous les éléments, d'aller chercher le plus d'informations possible. Plus vous allez poser de questions, plus vous allez détailler chacun des éléments. C'est pour ça que ce n'est pas seulement une grille où on peut encercler
les facteurs, mais à documenter comment ce facteur se présente dans la vie de la personne, plus vous serez en mesure de mieux identifier le risque. J'ai oublié de vous dire aussi, donc, quand la personne ne laissez rien flou dans le discours des personnes que vous rencontrez. Allez préciser, allez documenter, parce que mieux vous documenterez pour ne pas rester avec l'inquiétude de dire, ben, une fois que la personne a quitté votre bureau, de dire, ben, j'aurais peut-être dû poser cette question-là. Allez documenter le plus possible pour ne pas rester avec vos inquiétudes et vos incertitudes. Donc, pour ce qui est de la menace de mort, ça va être important d'indiquer pas juste que la personne a reçu des menaces de mort, mais les mots utilisés. Vous allez voir quand on va parler de planification tout à l'heure, les mots dits sont importants. Et plus la menace sera détaillée et concrète, précise et concrète, plus le risque sera important. Il y a une différence entre dire je vais t'arracher la tête, par exemple, versus notre prochain week-end, si tu m'annonces que tu me quittes à notre prochain week-end, je vais te tuer avec mon fusil et je vais me battre. En voyez, là, le détail est plus important. Donc, très important de documenter. Et la baisse du niveau de responsabilité, mais ça va avec le changement, en fait. Si une personne, par exemple, reconnaît ses comportements de violence et soudainement ne les reconnaît plus, ben à ce moment-là, ça va avec le niveau de collaboration des personnes dont je vous parlais tantôt, ça va être important de documenter. Risque sérieux. Dans le fond, dans le risque sérieux, là, on est proche du passage à l'acte. On est plus proche du passage à l'acte. Ça va être des éléments critiques qui vont venir s'ajouter toujours à notre risque modéré, qui est comme notre base, et qui vont intensifier subitement les comportements. Quand on est dans un risque sérieux, d'abord, il va y avoir un début de planification. Hein, on n'est pas juste à avoir des idées ou à proférer des menaces, mais on planifie comment on va perpétrer notre geste, comme dans le cas du suicide. Hein, quels moyens je peux prendre, de quelle façon, où ça peut se passer, donc la planification. L'objectivation de la partenaire. On n'est plus dans la rage ou avec les propos méprisants. On est rendu dans un niveau que la partenaire représente notre objet de détresse, notre objet de vengeance, notre objet de souffrance. Tout est à cause d'elle qui se passe. Donc, quand on est rendu à ne plus voir la partenaire comme une personne, mais plus comme notre objet de vengeance ou de souffrance. Quand on observe une augmentation de la sévérité et de la fréquence de la violence, souvent on va le voir dans le mois précédent, les semaines précédant l'homicide, quand on constate une grande augmentation, on est dans un risque sérieux. Quand on constate qu'il y a de la violence sexuelle dans le couple, hein, on peut le lier à l'objectivation de la conjointe. Ça nous signale un risque plus important de sa relation. Parce qu'en fait, hein, qu'est-ce qu'on fait quand on apprécie le risque homicide? Ben souvent, ça va nous permettre de distinguer, bien sûr, la violence conjugale, c'est un facteur important. Hein. Il y a des chercheurs qui disaient qu'à partir du moment où on identifie la violence conjugale, c'est les homicides les plus faciles à prévenir parce qu'à partir du moment où on identifie la violence conjugale, ben on peut aller documenter, aller observer les autres signes pour voir est-ce que cette situation est à risque. Et le travail, dans le fond, du praticien, de la praticienne, ça va être de distinguer parmi les situations de violence conjugale, dans ce contexte de violence familiale, par exemple, lesquelles sont les plus dangereuses de celles qui ne le sont pas. Donc, quand il y a de la violence sexuelle, quand il y a des tentatives d'étranglement ou qu'il y a utilisation d'une arme, hein, on prend à la gorge, quand il y a une surveillance active, on n'est plus à un niveau de harcèlement, mais qu'on parle plus de stalking, de surveillance, de traque, passer devant l'ex-conjoint, la suivre à son travail.
surveiller pendant des heures quand le couple est séparé, sa nouvelle résidence. Donc, quand on est dans la surveillance, quand il y a séquestration, donc quand on est dans un niveau de contrôle extrême, quand il y a des menaces armées, donc on n'est plus juste au niveau des menaces, mais qu'on utilise une arme à feu ou tout type d'objet qui peut servir d'arme. Un des facteurs les plus importants quand on va évaluer le risque homicide, c'est à partir du moment où la victime nomme avoir peur pour sa vie. Ça devrait être votre premier indice qu'il y a un risque homicide et à documenter la situation. Bien sûr, plusieurs vont minimiser le risque, mais à partir du moment où la victime nomme un risque, c'est notre premier indicateur le plus important. Évidemment, comme je disais tantôt, quand on perd le lien avec la personne qu'on aide, avec notre client, notre cliente, à ce moment-là, on ne peut plus agir sur la situation, donc ça va venir augmenter la situation. La même chose avec l'abandon de la démarche et la violence envers les animaux domestiques. Dans les situations de violence conjugale, s'en prendre aux animaux domestiques, c'est des situations quand même assez rares, mais lorsque c'est présent, ça nous indique un risque important de la situation. Finalement, on a le risque imminent. Donc, le risque imminent, dans le fond, ça nous indique un passage à l'acte rapproché, généralement dans les 24 à 48 heures. Des fois, ça peut être plus long. Ça peut être associé, comme je disais tantôt, à un moment précis, par exemple une date de cours qui peut être dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc, c'est ça, mais on sait que le plan homicide est présent et est proche de se mettre en action. Donc, quand on a un comportement, par exemple, d'atteinte à la vie, quand il y a une perte d'espoir, je reviens avec la séparation. Si on va dans la gradation de la séparation, quand on est dans un risque aggravé, quand la personne, souvent l'auteur, n'accepte pas la séparation, quand il y a des signes qui nous montrent que, vous allez voir, ça deviennent nos événements précipitants, que la rupture est définitive, ce qu'on a documenté, ma collègue Myriam Dumé et moi, dans notre recherche, c'est à partir du moment où il y a une perte d'espoir, c'est vraiment le moment critique. S'il n'y a pas d'action faite, il y aura un homicide dans les 24 à 48 heures. Donc, ce moment critique à documenter, quand on regarde la séparation comme facteur, la moitié des homicides sont commis au moment de l'annonce, sinon les semaines, voire les mois suivant la séparation. Et quand c'est plus éloigné de l'annonce, c'est parce que la personne a toujours espoir que la relation reprenne. Mais à partir du moment où il y a perte d'espoir, c'est là que le passage à l'acte va être commis. Donc, c'est vraiment l'élément déterminant dans votre analyse de risque. Évidemment, quand il y a une verbalisation claire, vous êtes en intervention, la personne vous dit, en quittant mon bureau, je m'en vais chercher mon arme à feu, je m'en vais chez mon ex-conjoint la tuer. Donc, on a une verbalisation claire de blessures graves ou de mort, des intentions homicides et un plan concret et réaliste. Donc, complet ou partiel, mais que le plan est en train de se concrétiser. Plus le plan sera cristallisé, plus on est proche du passage à l'acte. Et finalement, le risque immédiat, c'est le scénario homicide est en train de se mettre en action. Souvent, ce sera les policiers, par exemple, qui sont plus à même d'intervenir à ce niveau de risque pour assurer la sécurité des personnes. Donc, on est dans l'immédiateté du geste, dans le fond. Donc, c'est ce qui est pour les éléments de risque à documenter. Si tu peux aller à la prochaine diapo. Donc, on a documenté nos éléments de risque. Selon les facteurs qu'on a analysés, on va se retrouver dans un différent niveau de risque. Volontairement, on n'a pas coté, on n'a pas mis de cote pour déterminer s'il y a, par exemple, il y a 3 éléments dans un risque sérieux, ça veut dire ou 4 éléments dans le risque aggravé, à quel niveau de risque on se situe. Parce que le jugement clinique
des intervenants est important. Et la première photo que nous donnent les éléments de risque peuvent changer avec ce qu'on va voir la suite, les événements précipitants et les éléments de protection. Hein, souvent, quand on travaille avec les intervenantes et les intervenants, ce qu'on va nous dire, c'est en fait l'appréciation du risque, c'est un peu un contrepoids entre les éléments de risque et le scénario versus les événements de protection. Et à partir du moment où nos éléments de protection qui sont présents et qu'on va insérer ou ajouter par notre intervention vont surpasser nos éléments de risque, mais c'est là qu'on va considérer que le risque va s'être atténué. Donc, première étape, nos éléments de risque. Deuxième étape, important, c'est les événements précipitants. Donc, en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qui peut venir précipiter le passage à l'acte. Hein? Comme je vous disais, on prend une photo d'une situation, mais entre la prise de nos photos, qu'est-ce qui peut changer du tout au tout pour venir précipiter le risque? Bien sûr, bon, vous l'avez vu dans l'outil, nous, on vous propose les plus répandus. Souvent, on traite avec la séparation ou à des pertes significatives de la personne, la perte des enfants, la perte des difficultés financières importantes. Donc, quand on parle de séparation imminente, tous les indicateurs d'une séparation définitive, donc un nouveau conjoint, le divorce, la garde des enfants, donc ça va être tous des moments importants à considérer. Donc, qu'est-ce qui va venir précipiter le risque? Et ça va être important, même s'il y a des moments communs, d'aller chercher ce qui est propre à chaque personne. Et bien sûr, quand vous travaillez avec l'auteur, c'est beaucoup plus facile parce que c'est lui qui a les idées homicides. Par contre, via le discours des victimes, vous allez être quand même en mesure d'aller, parce que ce sont elles les meilleures placées dans leur situation, et elles pourront beaucoup vous informer sur les éléments. Elles connaissent bien leurs partenaires, donc elles vont être en mesure de vous accompagner aussi pour trouver quels sont ces éléments précipitants-là. Pourquoi c'est important aussi d'aller chercher les éléments particuliers? Parce qu'on ne peut pas savoir tout le temps. Je vous donne un exemple qui va illustrer, vous allez le voir. Par exemple, c'est un monsieur qui, lui, n'acceptait pas la séparation. Et lui, dans son plan, il s'était dit, si on n'est pas revenus ensemble à notre prochain anniversaire de mariage, lui avait choisi, puis il avait son plan pour être sûr que son ex-conjoint monte dans la voiture avec lui, et c'était de se faire exploser devant l'église où ils s'étaient mariés avec une bonbonne de propane. Donc, vous voyez l'événement, leur anniversaire de mariage, si on ne pose pas les questions, on ne pourra pas être en mesure d'identifier cet élément-là. Donc, parce que c'est propre à la personne. Bon, oui, il y a des éléments particuliers généraux, mais allez chercher les informations. Comment on fait? Aller chercher les informations, vous avez quelques questions suggérées. Dans le fond, la question, c'est quelle est la pire crainte? Et là, c'est sûr, avec l'auteur ou victime, dans votre couple, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Par exemple, que la personne entre à la maison et que sa partenaire ait quitté avec les enfants et ait tout déménagé, que la maison soit vide. Hein, on parle de la séparation. Par exemple, retrouver ma conjointe au lit avec mon voisin. Là, on tombe dans la jalousie, l'infidélité. Et l'infidélité, même avérée, peut être un événement précis, même non avéré, peut être un événement précipitant important aussi. Parce que, hein, je vous disais, la jalousie, c'est un facteur de risque qui est prédominant là, dans les situations d'homicide. Donc c'est quoi la pire crainte? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Quand on parle avec la personne qui est victime, elle va être en mesure de vous nommer
Ou vous pouvez faire le lien avec les menaces. Hein, à quel moment les menaces homicides surviennent-elles? Hein, souvent, c'est quand on parle à propos des enfants, ou c'est quand on parle de séparation, ou c'est quand vous allez être en mesure de l'identifier. Ensuite, on va chercher, bon, OK, si le pire arrive, qu'est-ce qui arriverait? Hein? Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Évidemment, là, on parle d'homicide, donc on pense tout de suite à l'homicide, mais c'est important d'aller le documenter parce que ça peut être des idées de vengeance, donc, et ça peut être, c'est ça, des idées de vengeance aussi, ou des idées comme moins graves que l'homicide et qui vont venir comme, pas que c'est pas grave, mais en même temps, ça va venir nous allonger notre délai d'intervention aussi, et peut-être nous rassurer dans certains cas. Si le pire qu'elle peut faire, c'est crever les pneus de voiture, ben c'est beaucoup moins grave que s'en prendre à la personne. Donc, vous voyez, hein, c'est important de dire, OK, si le pire arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, puis documenter. Est-ce que le pire est à venir ou le pire est passé? Parce que si le pire est à venir, le risque est beaucoup plus élevé. Par exemple, le pire, c'est que ma conjointe me quitte, mais elle m'a quitté il y a 3 semaines, ben, on est beaucoup moins grave que si elle prévoit quitter dans quelques jours. Hein, vous voyez la distinction. Donc, ça vous situe dans le temps. L'appréciation du risque, quand on est beaucoup dans le temps, hein, c'est important d'avoir une chronologie des événements parce que c'est ce qui va guider vos actions, votre intervention aussi. Donc, documenter. Donc, le pire est à venir est passé. Et qu'est-ce qui vous amène à dire que c'est passé, que c'est passé ou présent ou à venir? Qu'est-ce qui déclenche les idées homicides? Quand je me retrouve tout seul à la maison, dans ma maison vide, parce que ma conjointe est partie avec les enfants, quand on discute, quand la chicane éclate, puis on parle des enfants, donc, allez déterminer hein, quels sont les moments dans lesquels peuvent apparaître les idées homicides ou les idées homicides sont les plus présentes. Et au cours parce que plus les idées seront présentes et envahissantes, hein, ça peut prendre plusieurs heures par jour dans la place de quelqu'un. Donc, plus les idées seront envahissantes, plus on se rapproche du passage à l'acte. Donc, hein, si je relie nos éléments de protection, un moyen de trouver nos éléments de protection, ça va être d'essayer d'éviter nos événements précipitants ou atténuer l'importance des événements précipitants. Prochaine diapo. Donc, le scénario homicide. Comme je vous disais d'emblée, les homicides conjugaux sont planifiés. Nous, on l'avait documenté dans notre étude aussi avec ma collègue Myriam. Myrna Dawson aussi l'a documenté. Il y a quelques auteurs qui documentent le fait que les homicides sont planifiés. Une personne ne se lève pas un matin en se disant « c'est aujourd'hui que je vais tuer ma partenaire ». L'idée va être de plus en plus présente, envahissante. Hein, c'est un processus qui s'installe et vous allez voir un peu comme les idées suicidaires, c'est très comparable. On est dans la destruction, donc l'autodestruction quand on parle de suicide, puis là, quand on parle d'homicide, ben bon, d'atteinte à la vie, hein, c'est un acte d'atteinte à la vie. Donc, ça se ressemble, ça se rejoint beaucoup dans la planification. Comment on planifie? Ben, c'est des idées qui vont mûrir, qui vont être de plus en plus envahissantes. Par exemple, si on parle de fantaisie, il me semble que ça réglerait mes problèmes si ma partenaire disparaissait. Ça m'arrêterait, j'arrêterais de souffrir ou je me serais pas retrouvée. Tu sais, si elle disparaissait, il me semble que ça serait mieux. On est dans les idées, on mûrit l'idée. Ah oui, de plus en plus, je me vois sans elle. Il me semble que je me sens mieux, je me sens apaisée. Hein, parce que le risque homicide, l'idée de passage à l'acte homicide, c'est comme dans le cas du suicide, c'est une solution radicale à un problème temporaire. Hein, je vous disais,
un risque homicide, c'est une période de crime. Et là, notre solution radicale, c'est de commettre l'homicide. Mais qu'est-ce que ça cache en dessous? Hein? Il y a des auteurs qui vont parler du processus catatonique. En fait, c'est un peu les idées, l'incubation des idées homicides, les idées qui vont se verbaliser en deuxième étape, soit sous forme de menace, soit sous forme de menace, soit sous forme de verbalisation. Et plus les verbalisations seront claires et précises, ça veut dire que le plan s'installe. Où je peux faire ça? Comment? Quels moyens je peux prendre? C'est quand le meilleur moment pour passer à l'acte? Hein? On va vraiment élaborer notre scénario. Et si je reviens à mon processus catatonique, donc, la première étape, c'est l'incubation. Donc, on élabore nos idées qui vont devenir de plus en plus présentes et envahissantes. Il va y avoir le passage à l'acte. Moi, je l'illustre avec un volcan. Et ça va amener un soulagement parce que c'est ça qu'on recherche par le geste homicide. En le fond, ce qu'on veut, c'est apaiser notre souffrance, notre vengeance, tout ça, la tension qu'amène toute cette situation de crise. Et donc, dans les idées, c'est ce qui permet de soulager. Hein? Quand je pense qu'elle n'est plus là, je ressens un soulagement. Donc, mon passage à l'acte va servir à ça. Bien évidemment, le soulagement est éphémère, temporaire, mais c'est ce qui est recherché dans le passage à l'acte. Et avant d'en arriver aux questions, je vous amène sur le fait que autant le geste sera planifié, autant le après n'existe pas. Ça, ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que d'aller chercher toutes les conséquences, ça va être important pour l'intervention, d'aller montrer les conséquences de l'acte, va être une piste très importante pour ça. Et ce qui illustre le fait que le scénario, le après n'existe pas, c'est que la majorité des auteurs, ben, ceux qui ne se suicident pas, hein, parce qu'il y en a le tiers qui vont se suicider, donc, ça va être important d'aller documenter dans les cas de suicide. Donc, la majorité des auteurs vont eux-mêmes se rendre à la police. Très peu vont planifier de camoufler le meurtre. C'est à peu près 5 à 10 des cas qui vont passer, par exemple, faire passer l'acte pour le suicide comme un suicide, ou bon, que quelqu'un a caché le corps, par exemple, tout ça, c'est à peu près 5 des cas. Donc, voilà, on revient au scénario. Donc, comment aller chercher, et c'est important hein, de poser directement les questions. Quand vous faites une appréciation du risque, soyez transparent et nommez directement les choses. Donc, poser directement la question ne va pas induire l'idée. Quelqu'un qui a déjà réfléchi, qui a son scénario, qui commence à avoir son scénario, c'est ça, il va vous répondre ouvertement. Et en même temps, de poser directement la question, hein, comme on le fait dans le cas d'une intervention en prévention du suicide, ça indique à la personne devant nous qu'on peut accueillir ses propos et accompagner. Parce que si elle s'ouvre à vous, c'est une certaine ambivalence au passage à l'acte. Donc, c'est une certaine demande d'aide pour vous comme intervenant. Comment on fait chercher le scénario? J'en reviens vraiment là à mes questions. Avez-vous déjà imaginé la mort de votre partenaire? Hein, on est dans les idées, dans la fantaisie. Avez-vous imaginé votre mort à tous les deux? Donc là, on va dans l'homicide-suicide. Et je fais encore une parenthèse par rapport au suicide. À partir du moment où une personne verbalise des idées suicidaires, si vous savez que la personne est en relation ou en processus de séparation, allez documenter, est-ce que la personne a l'intention d'amener quelqu'un avec elle? Ça peut être la conjointe, ça peut être les enfants.
Donc, c'est important, à partir du moment où vous identifiez le suicide, allez questionner, est-ce qu'il peut y avoir un geste homicide? Donc, avez-vous imaginé votre mort à tous les deux? À quelle fréquence l'idée de la tuer vous vient-elle? Hein? Plus c'est fréquent, plus on est proche du passage à l'acte. C'est très important. Quand envisagez-vous que ça se produise? Donc, à un moment particulier. Où avez-vous prévu que ça se produise? Dans la majorité des cas, ce sera au domicile du couple ou chez l'ex-partenaire. Rarement, ce sera à l'extérieur. Comment comptez-vous vous y prendre pour la tuer? Donc, est-ce que c'est une arme à feu, une arme blanche? Donc, c'est 28 des homicides qui seront commis par arme à feu. Donc, avez-vous pris les moyens pour réaliser votre plan? Donc, OK, je pense que je veux la tuer de telle façon. Bien, quels moyens je peux mettre? Est-ce que j'ai les moyens de mettre en place? Et comment la personne dit, OK, tu penses à éliminer ta conjointe, comment tu ferais ça? Hein? Explique-moi. Et plus c'est concret, plus on est proche. Puis, évidemment, avez-vous pensé à inclure d'autres personnes? Donc, les enfants, le nouveau conjoint, hein, dans certains cas, ça peut être le nouveau conjoint, le nouveau partenaire ou d'autres personnes du réseau. Est-ce que ça peut être la mère de la victime, ça peut être peu importe qui. Donc, c'est important d'aller documenter qui aussi peut être présent. Donc, pour le scénario. Donc, on a documenté nos éléments de risque, nos événements précipitants. On est allé voir parce que, généralement, tant qu'il n'y a pas d'idée homicide, on est plus éloigné du passage à l'acte. Le risque est moins élevé. Mais à partir du moment où on commence à avoir des idées et une planification, on se rapproche d'un passage à l'acte. Donc, le scénario est vraiment déterminant dans notre analyse du risque, en plus des éléments. Évidemment, là, je reviens à ma balance contre-balance, nos éléments de protection. Donc, comment on va chercher? En fait, tout ce qui peut empêcher le passage à l'acte ou la mise en place du scénario. Fait que là, donc, si la personne, par exemple, se projette dans le futur, là, ça, c'est un indicateur important. Si les victimes sont en sécurité, par exemple, si madame est elle est à la maison d'hébergement ou dans un endroit que le conjoint ne connaît pas. Donc, quels sont les éléments de protection? Comment on va les chercher? Parce qu'encore là, dans l'outil, on a mis plusieurs. Par exemple, si la personne répond bien à nos interventions, bien sûr qu'on va considérer, comme je disais, si on peut porter des actions sur la situation, bien, ça va venir diminuer le risque, ça va être important. Donc, comment aller chercher? En fait, le premier élément de protection, ce sera vous comme intervenant. Fait que la première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous en parlez? Parce que comme je disais tantôt, à partir du moment où la personne nomme les idées homicides ou nomme qu'elle craint pour sa vie, vous êtes le premier élément de protection. Puis ça démontre, surtout de la part de la personne auteur, une certaine ambivalence au passage à l'acte. Parce que la majorité des auteurs d'homicides, ce sont en fait des personnes ordinaires, entre guillemets. Ce ne sont pas des gens avec une longue carrière criminelle. Souvent, ce sont des hommes intégrés dans la société qui vivent une situation particulière à un moment précis et qui n'ont pas nécessairement d'antécédents criminels. Les antécédents criminels autres qu'antécédents en violence conjugale ou de violence envers les femmes, mais c'est ça. Fait que ce ne sont pas des gens qui ont une grande carrière criminelle, donc d'où l'ambivalence. Donc, qu'est-ce qui fait que vous m'en parlez aujourd'hui? Hein? Pourquoi on vient demander de l'aide? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte jusqu'à maintenant?
Si la personne vous dit, ben jamais je priverai mes enfants de leur mère, ben, ça, c'est un super élément de protection. Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des enfants, c'est nécessairement un élément de protection. Hein. Moi, j'ai vu une situation où l'homme avait écrit une lettre d'excuse à ses enfants-là, expliquant son passage à l'acte. Donc, hein, fait que différents éléments. Quels sont les éléments présents pour prévenir les idées homicides? Quand la personne a des idées homicides, qu'est-ce qu'elle fait pour empêcher que ça devienne envahissant? Je ne sais pas, moi, si la personne nous dit, je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais quand je reviens du travail, je suis seule à la maison, je pense à tout, là, parce que, plus on est proche du passage à l'acte, plus nos idées envahissantes de vengeance, de rumination, et la personne va interpréter toutes les situations pour que ça fasse sens avec son interprétation. Par exemple, je ne sais pas, moi, on est dans le goût du jour, les enfants ont la COVID en fin de semaine, donc ils ne peuvent pas se rendre chez le papa comme prévu. Ben, le papa, lui, peut interpréter, bon, c'est ça, elle me prive de mes enfants. Hein, ils ne vont pas tout contextualiser, tout revient à une vision tunnel et toutes les éléments vont être interprétés en fonction de ces idées de vengeance puis de rumination pour entretenir ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cette rumination des idées? Ben, par exemple, si la personne vous dit, ben, quand je suis seule chez moi, c'est là que je me mets à ruminer. Puis là, ça me donne le goût d'aller vérifier pourquoi. Si elle m'a quitté, c'est sûr que ça a quelqu'un, ben, je vais aller vérifier c'est qui. Puis si elle a vraiment quelqu'un. Fait que là, commencent les comportements de surveillance ou commençant. Vous voyez, tout se met en place. Et qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que j'ai une personne significative avec qui je peux parler de ma situation? Parce qu'on se rend compte, hein, les intervenantes et les intervenants qui travaillent avec les auteurs se rendent compte que souvent, les gens de leur entourage ne sont même pas informés qu'il y a séparation ou de ce qu'ils vivent. Est-ce qu'il y a moyen de réseauter? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des loisirs, d'avoir une activité particulière, aller faire de la course ou aller, peu importe, prendre une marche à l'extérieur ou pour se changer les idées, pour se sortir de ce cycle, de ce tourbillon, je dirais même, de cette spirale, hein, parce que ça fait comme un geste d'entonnoir pour éviter les idées homicides. Et puis, comme je disais tantôt, envisager les conséquences d'un tel geste, ben ça peut amener des éléments de protection importants. Hein, comme je vous disais, ce pas des criminels de carrière. Tu sais que si tu tues ta partenaire, tu vas te retrouver en prison. Est-ce que tu es déjà allé en prison? Est-ce que tu sais c'est quoi la prison? Homicide, suicide, dans 40% des situations, les enfants sont présents ou ce sont eux qui trouvent le corps. Est-ce que tu as pensé que ça pourrait être tes enfants qui vous trouvent? Tu me dis que tu as un bon lien avec tes enfants. Quel impact que ça peut avoir sur eux de savoir que leur père va tuer leur mère? La famille et les conséquences associées là à ce que la personne a de plus précieux, ça va avoir encore un impact plus grand. C'est viser là où ça fait mal, je dirais. Par exemple, les conséquences par rapport à la famille. Tu me dis que tu as une bonne relation avec ta belle famille. Qu'est-ce que ton beau-père va penser de toi, sa fille? Est-ce que tu as pensé à la réprobation sociale que tes parents vont subir? Hein? S'il y a un gros titre dans le journal avec les médias sociaux, avec les médias en continu, as-tu pensé à tes parents, frères, sœurs, qu'est-ce que la pression qu'il peut avoir sur eux? Donc, vous voyez, hein, sur les conséquences, là, on peut aller très loin dans l'intervention, puis ça peut être un élément de protection important aussi. Donc, voilà. Fait que voici, ça fait le topo hein, de tous les éléments importants à prendre en considération pour l'appréciation du risque.
En conclusion, je voulais vous amener sur quelques pistes. La première clé pour moi de la prévention des homicides conjugaux intrafamiliaux, c'est l'appréciation du risque. Plus il y aura de personnes qui connaissent les différents indicateurs, plus on est capable d'identifier rapidement une situation qui présente un risque homicide, bien, plus on a de chance d'éviter un passage à l'acte. Hein, avant, comme je vous disais, hein, il y a une évolution dans le risque. Donc, plus près on le prend, moins il y a de risque que la situation dégénère et se termine en homicide. Donc, hein, c'est vraiment primordial de vraiment bien connaître et d'avoir un portrait global de la situation va améliorer grandement vos actions par la suite. Donc, l'importance de cibler les moments critiques, hein, puis là, j'en reviens à la séparation, au fait d'être dans une situation ou dans un couple ou une famille où il y a de la violence conjugale, quand on se bat pour la garde des enfants, par exemple, et là, dans ce tel cas, là, on a parlé de l'homicide conjugal, mais il ne faut pas oublier que la moitié des félicides sont commis par les hommes. Donc, la moitié des hommes vont tuer leurs enfants par vengeance à l'égard de leur conjointe dans des situations où il y a de la violence conjugale. Fait que, soyez attentifs à prévenir aussi l'entourage, donc une fois qu'on a identifié un risque. Et je vous rappelle aussi, quand on apprécie le risque, hein, c'est une évolution, il faut suivre l'évolution du risque. Donc, ce n'est pas une action qu'on fait à un moment puis on se dit, bon, ça y est, c'est fini, je vais faire mes autres interventions, mais c'est à suivre en continu tout au long de l'évolution de la situation. Deuxième point très important, c'est la gestion du risque. C'est d'avoir toujours en tête une gestion des actions, des pistes d'intervention adaptées au niveau de risque. Hein. Plus on est proche, on est dans un niveau de risque élevé, c'est pas pour rien que je vous parlais beaucoup de temps, moins on a de temps d'intervention, plus nos actions vont être critiques, on va être dans la prise en charge pour éviter le passage à l'acte. Mais si on part quand on est dans un risque modéré, bon, on a plus de temps d'intervention où on peut aller travailler plus en profondeur avec les éléments les éléments de risque, les idées homicides, qu'est-ce qui provoque les idées homicides, et ça va nous permettre d'atténuer le risque et d'avoir un changement définitif avec la personne. Donc, et vraiment d'avoir un suivi et d'adapter moi je dis souvent, des situations qui présentent un risque homicide, c'est des situations extraordinaires. Ça va nous demander, dans notre pratique, des interventions qui sortent aussi de l'ordinaire, qui sortent un petit peu de nos mandats. Par exemple, peut-être que généralement, dans votre pratique, votre entrevue avec la personne va durer 1 heure. Mais peut-être que si vous identifiez un risque homicide, bien, ça va durer 1h15, 1h30, pour aller chercher toutes les informations possibles. Ou dans la pratique, si je prends l'exemple des maisons d'hébergement, bien, généralement, quand une dame fait une demande dans une maison d'hébergement, on va garder son lit, réserver son lit pour 24 heures. Mais peut-être que si on sait qu'il y a un risque homicide important, puis on sait que la date de cours est dans 4 jours, bien peut-être qu'on va réserver la chambre un peu plus longtemps qu'on ferait habituellement. Hein, il y a des interventions qui vont sortir un peu de notre mandat et notre cadre habituel qu'on va se permettre de faire quand il y a un niveau de risque. Et de faire un suivi plus important. Peut-être que notre suivi avec la personne se fait 1 heure à toutes les semaines. Mais peut-être que si on considère qu'il y a un risque élevé d'homicide, un risque aggravé ou un risque sérieux, on va être plus, on se voit 1 fois semaine et on s'appelle aux 2-3 jours pour vérifier comment évolue la situation. Donc, c'est vraiment important d'adapter notre suivi
au niveau de risque qu'on a identifié. Et mon troisième point, c'est la concertation. Pour moi, une clé importante de la prévention passe par la concertation, c'est-à-dire l'échange entre les divers partenaires. Et ça, le coroner Bérubé nous l'a montré. Souvent, ce qu'on constate, et surtout au Québec, il y a la mise en place de diverses cellules d'intervention rapide et on voit que ça fonctionne quand on les évalue. Donc, la mise en commun, qu'est-ce que c'est la concertation pour prévenir l'homicide? Dans le fond, c'est la mise en commun de l'analyse faite par les différents partenaires, les policiers, les procureurs, les organismes qui viennent en aide aux auteurs de violences, les maisons d'hébergement. Et c'est de la mise en commun pour en arriver à une solution commune qui est de prévenir, d'assurer la sécurité des personnes impliquées, donc victimes et auteurs. Fait que pour moi, la concertation est vraiment un élément primordial. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Ça permet aussi la concertation parce que beaucoup d'intervenants, quand on va parler de risque homicide, d'intervention dans un cadre d'un risque homicide, on va se sentir un peu seul dans notre intervention. C'est des situations, c'est comme Dominique nous le rappelait au début, c'est des situations chargées, des situations lourdes, des situations inquiétantes parce que comme intervenant, on a à assurer la vie des personnes. Donc, le fait de pouvoir se concerter, d'avoir un réseau de partenaires autour de nous, bien, ça vient comme soutenir notre intervention puis se dire, bien, moi, mon cadre, c'est ça, mais je sais qu'au-delà de mon cadre, bien, j'ai un partenaire qui peut prendre le relais. Fait que donc, vraiment, l'importance et la loi, je vais terminer avec ça, la loi nous le permet. Ce n'est pas pour rien qu'on a la catégorie risque sérieux, risque imminent. La loi nous permet de lever la confidentialité en donnant les informations nécessaires à assurer la sécurité des personnes. On lève pas tout, on ne divulgue pas tout le dossier de la personne. Aux partenaires ou aux personnes qu'on pense peuvent nous aider à assurer la sécurité des personnes. Fait que la loi nous permet ça. Donc, c'est important de le garder en tête et de l'utiliser quand on est dans une situation où il y a un risque d'homicide. Donc, voilà, fait que ça conclut ma présentation. J'ai vu qu'il y avait assez beaucoup de questions, là. Donc, je pense qu'on pourrait passer la parole aux questions s'il y a lieu. Oui, merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. En fait, il y a eu beaucoup de questions qu'on a reçues là, pour les autres concernant le PowerPoint parce qu'il manque une slide en anglais, en fait. Là, donc, OK. notez donc. C'était ça l'engouement. Oui. Non, mais en fait, les gens sont très intéressés à avoir en leur possession le diaporama, donc le PowerPoint. Donc, on fera la correction là, il semble manquer certaines informations dans une diapo, peut-être un petit passage dans la traduction qui a été échappé. Donc, ce sera corrigé et ce sera mis sur le site qu'on avait déjà mis dans le chat. Mais Julie, peut-être que tu pourrais remettre les liens là, pour aller chercher les PowerPoint et on fera une version là, corrigée dans les prochaines minutes, prochaines heures. Sinon, merci énormément pour cette présentation. Je pense que, par exemple, s'il y a des professionnels du droit qui sont présents, c'est sûr que c'est un outil d'intervention clinique, mais de connaître ces questions-là, de connaître ce cadre-là, c'est vraiment important puis intéressant parce qu'effectivement, on peut peut-être référer à quelqu'un d'autre, lever la confidentialité aux besoins. Mais aussi, ça nous permet d'avoir une cartographie de ce qui peut être important de savoir, d'être capable d'avoir certains éléments d'évaluation. J'ajouterais aussi la référence, ce que tu apportes sur la référence, c'est vraiment un élément essentiel, surtout
on observe les éléments de risque, bien de voir d'où la concertation. Et on peut référer, même, c'est sûr que la levée de confidentialité nous permet de nommer des choses, mais même sans lever la confidentialité, on peut consulter aussi nos partenaires et référer aussi, là. Donc oui, c'est vraiment important. Donc là, je peux peut-être passer quelques questions. Oui. Je vais prendre en priorité celles qui sont dans la section questions et réponses. Donc, vous avez un petit onglet là, avec des questions et réponses parce qu'on va passer par là. Donc, une des premières questions était de savoir, là, pour faire cette présentation-là, en fait, pour faire cette... est-ce que vous aviez un cadre théorique particulier et un cadre clinique particulier qui a conduit à cette présentation? En fait, à ce... Oui, bien, comme je disais, hein, on est parti de l'approche, dans le fond, de jugement, la première approche que je parlais, là, professionnelle, structurée. Donc, on est allé vraiment documenter, aller chercher les éléments de risque de la littérature. C'est une co-construction, en fait, des données de la littérature avec l'expérience des intervenants là, dans la pratique. C'est vraiment comme cette co-construction, on est passé sur une co-construction de ça qui a donné la grille. Là. Merci. L'autre question, c'est pour dans les questions de protection de la jeunesse. Donc, lorsqu'un intervenant ou une intervenante a accès à tous les membres de la famille, mais avec un lien de confiance qui n'est peut-être pas optimal, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des outils ou est-ce que vous avez des choses à peut-être conseiller ou recommander? Avec la protection de la jeunesse, c'est sûr que c'est difficile, c'est une question difficile. Pour l'intervention, moi, je vous dirais, je reviens avec la confiance, la transparence, le fait de nommer les inquiétudes. Ça, j'en ai pas parlé, mais une fois qu'on a identifié le risque, par exemple, si on travaille avec la personne qui est victime, bien, ça va être de nommer notre inquiétude à cette personne-là, puis de l'amener à voir le risque homicide. Je pense que ça va être la plus importante chose à faire et ce qui va amener la collaboration. Hein. Pour les personnes qui sont moins ouvertes, je pense que c'est... Mais tu sais, il n'y a pas de solution miracle. C'est à petit, à force de gagner la confiance des personnes, je vous dirais. Là. Mais c'est d'y aller en transparence et en bienveillance. Moi, je suis là pour t'aider, t'accompagner. J'ai à cœur ta sécurité. Puis je vais essayer de faire le mieux au meilleur de mes connaissances. Moi, je pense que j'irai avec ce message. Une autre question, est-ce que le cadre proposé est utilisé avec d'autres outils standardisés ou c'est un outil qui fonctionne en soi? C'est un outil qui fonctionne en soi. Moi, je suggère aussi, pour les personnes qui travaillent avec les victimes, des fois, je leur propose aussi l'outil de Jacqueline Campbell, le Danger Assessment, là, qui est une liste de questions. Cet outil est standardisé qui peut être utilisé. Mais de façon générale, de ce que je connais des intervenants qui l'utilisent, ils l'utilisent en soi. Là. Donc, dans le question-réponse, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent... Je pense qu'il y en a qui en avaient peut-être mis dans le chat qui pourraient être transférés dans le question-réponse. Je peux peut-être laisser une petite minute. Ben là, je vois la question dans la section... dans la section discussion, n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses, ça va être plus simple à suivre pour moi. Mais je comprends que c'est une question qui provient d'un point de vue des victimes qui, lorsqu'on se plaint d'abus, font face à des accusations d'aliénation parentale et qu'on refuse d'utiliser les évaluations de risque dans ces contextes-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ou... Ah, ça, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Ce n'est pas un domaine que je connais suffisamment pour me lancer dans une réponse. Là. C'est que je préfère pas m'aventurer sur ce terrain.
Mais peut-être que je peux recommander sur notre site Internet, il y a quand même plusieurs webinaires qui ont été faits là, sur l'aliénation parentale. Donc, je peux peut-être que si vous voulez aller consulter nos différents webinaires sur ce sujet, donc aliénation parentale et en droit de la famille et comme outil d'effacement de la violence conjugale. Donc, il y a d'autres webinaires qui ont été tenus là, dans les mois précédents sur cette question par d'autres centres de recherche associés au projet. Donc, toujours pas d'autres questions. Et voilà, et la très efficace Julie a mis le webinaire sur l'aliénation parentale dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent dans la section questions-réponses? Je n'en vois pas. Je laisse encore une petite seconde. Je pense que dernière petite... J'ai vu tout à l'heure une main levée dans les participants. Je ne sais pas si la personne voulait prendre la parole. On ne peut pas prendre les personnes dans la partie parce qu'avec le format webinaire, alors si cette personne a une question, c'est de l'indiquer dans la section questions-réponses. D'accord. S'il vous plaît, parce que moi, c'est la façon que je peux le voir. Je ne vois pas non plus tout ce qui se passe dans le chat présentement. Puisque nous sommes en format Zoom webinaire. Donc, ce qui reste, je laisse un dernière petite seconde. Je pense que les gens se seraient manifestés. Alors, Christine, j'en profite pour te remercier beaucoup. Je pense que c'était une présentation utile et intéressante et je pense que tous et toutes bénéficient d'avoir des outils là, de ce genre. Vous avez dans le chat le lien pour l'évaluation du webinaire. Et vous aurez évidemment là, les liens pour les diapos là, qui seront corrigés plus tard aujourd'hui pour la version anglaise. Sinon, j'en profite aussi pour remercier nos interprètes. Je pense qu'ils ont fait un travail important et je souhaite leur dire merci beaucoup. Et sinon, merci à tout le monde qui a participé à l'organisation, à la fois dans le projet de recherche, Julie et toute autre personne qui a été impliquée dans l'organisation, Katia, Daphné, Julie. Merci. Voilà, alors c'est terminé pour aujourd'hui. Merci.